Bonsoir à tous. Professeur Cohen et professeur Stahl, si vous êtes d'accord, on pourra peut-être commencer. Bien sûr. Bienvenue à tous les participants qui se connectent au fur et à mesure dans ce point infectiologie. Ce point, c'est c'est le dernier webinaire de cette année 2021. D'une série qui était très riche en introduction, enfin en intervention, sur laquelle on veut bien remercier la SPILF pour ce partenariat et la revue Infectious Disease Now, qui dure maintenant depuis décembre 2020. Donc là, on est au 10e webinaire avec ce partenariat. Donc, merci aujourd'hui aussi au professeur Robert Cohen qui nous rejoint pour son intervention ce soir. Donc, vous êtes pédiatre, infectiologue à l'hôpital intercommunal de Créteil, également président du groupement français d'infectiologie pédiatrique. Aussi directeur scientifique de l'Institut de recherche sur les infections communautaires pédiatriques actives et directeur scientifique du réseau de vaccination des personnes de santé. Vous êtes là aujourd'hui pour nous parler de la vaccination Covid pour les enfants. Je vais vous laisser la main pour partager votre présentation. Donc, si vous voulez bien, hop, vous pouvez y aller. Et entre-temps, je profite de ce moment pour rappeler à nos participants vous avez la possibilité de poser vos questions dans la box que vous voyez en bas de votre écran normalement. La box Q&R. Donc, on va recevoir toutes les questions au fur et à mesure de la présentation et on va y consacrer un moment vers la fin pour répondre à certaines questions avec l'intervention du professeur Stahl, bien sûr. Donc, à vous, professeur Cohen. On ne voit pas encore votre écran. Voilà, je partage. Voilà. Donc d'abord, merci beaucoup de m'avoir invité et sur un sujet pour nous qui est très, très cher. Donc je vais vous parler pendant une vingtaine de minutes, peut-être même un peu moins, pour laisser la place à toutes les questions possibles. Donc la première diapo que je vais vous montrer, c'est mes liens d'intérêt. Et je dis souvent que les liens d'intérêt les plus importants ne sont pas toujours ceux qui sont affichés, ils sont plus souvent politiques, administratifs, de nos publications, de nos recherches. Mais mon lien d'intérêt principal est de m'occuper des enfants et de la vaccination depuis 30 ans. Donc, il y a quelques jours, j'ai eu une petite altercation sur un plateau de télévision avec un médecin qui prétendait que le Covid de l'enfance allait tuer tout le monde, etc. Et à la suite de mes réponses, j'ai un nombre d'antivaccinaux qui m'ont soutenu assez considérable. Et alors, je me suis dit que j'ai paraphrasé la phrase de Gaulle, croit-on qu'à 67 ans, je vais commencer une carrière de dictateur. Moi, j'ai dit, croit-on qu'à mon âge, je vais commencer une carrière d'antivax. Je vous rassure tout de suite, je ne suis pas antivax, même si les antivax étaient contents de ce type de réaction. Ce que je voudrais insister, c'est que pour nous, c'est très, très important de réussir cette vaccination de l'enfant contre le Covid. Parce que si on loupait cette vaccination, parce que si on n'avait pas des taux de couverture vaccinaux suffisants, s'il y avait des effets indésirables importants qui apparaissaient, ça risque de compromettre l'ensemble de la politique vaccinale pédiatrique qui, pour l'enfant, est bien plus importante en termes de mortalité et de morbidité que le Covid. Alors, aujourd'hui, on a commencé à vacciner les adultes, après les ados, et puis maintenant, on est les 6-11 ans. Qu'est-ce qu'on en fait? Puis après, peut-être qu'on descendra. Il y a déjà des études qui ont commencé pour les 2 à 6 ans. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que qu'est-ce qu'on attend des bénéfices de la vaccination? On attend des bénéfices individuels et des bénéfices collectifs. Les bénéfices individuels, ce n'est pas non seulement combien de morts, combien de séjours en réanimation, combien de PIMS, combien de séquelles, c'est aussi combien de jours d'école supplémentaires ça va pouvoir apporter. C'est quelle est la prévention des problèmes mentaux et psychiatriques pour les ados, des tentatives de suivi et de décrochage. Bien sûr qu'il y a le bénéfice collectif, ne pas contaminer les autres, mais on va voir qui sont maintenant, ce qu'on attend, c'est relativement modéré. Donc, et tout ça dans un contexte
d'épidémie de variant Delta, qui inquiète, qui est responsable de l'épidémie, et peut-être dans quelques semaines ou mois de l'Omicron. Donc, on va essayer de voir les bénéfices individuels pour les enfants. Alors, il faut bien comprendre que vous avez tous bien entendu que les États-Unis s'étaient mis à vacciner très, très, très tôt. Et si j'étais pédiatre infectiologue américain, j'aurais été favorable à la vaccination immédiate des enfants. Mais il se trouve que je suis en France, et quand vous comparez les chiffres, regardez juste en termes d'incidence, le nombre d'hospitalisations, le nombre de PIMS, c'est très, très important, presque 2 fois plus par 100 000 habitants. Le nombre de séjours en réanimation, plus de 2 fois plus. Et le nombre de décès, vous voyez qu'il n'y a pas photo entre les États-Unis et la France. Donc, une maladie qui avait un certain poids aux États-Unis, d'accord. Et un autre point, c'est que le nombre de semaines de fermeture d'école sur lequel je reviendrai. Et en plus, aux États-Unis, vous savez que la campagne de vaccination, elle est très dépendante des États et du vote, si on vote républicain ou démocrate, mais la vaccination aux États-Unis, en particulier dans certaines poches, aussi bien chez l'enfant, chez l'adolescent que chez l'adulte, est bien moins bonne. C'est pour ça que, à mon sens, il n'avait pas d'autre choix que de démarrer la vaccination. Pourquoi la maladie est plus grave aux États-Unis? Il y a une raison essentielle. C'est la part des minorités, comme les populations afro-caribéennes, les hispaniques, les Amérindiens. Vous avez vu qu'ils ont un taux d'hospitalisation chez l'enfant par habitant qui est à peu près 3 fois supérieur aux Blancs ou aux Asiatiques. Et tout ça n'est pas lié à des facteurs génétiques, mais beaucoup lié à des facteurs sociaux, de mode de vie, etc. Donc déjà, cette population d'enfants qui représente 25 à 30% de la population américaine d'enfants et a des risques beaucoup plus importants. Alors maintenant, on peut se dire pourquoi ils ont un risque plus important. Eh bien, je vais revenir juste sur ça, et puis après, je reviendrai sur la diapo. Regardez, ça, c'est les fermetures d'écoles dans les différents pays européens. Et je ne fais même pas une seule seconde de politique dans ce que je viens de vous dire. En France, on a été exemplaire. Si vous comparez le nombre de semaines fermées entre la France et les États-Unis, il était urgent pour les États-Unis de rouvrir. Or, notre idée, et là c'est une hypothèse, c'est que, en dehors des conséquences psychologiques, d'éducationnelles, etc., la fermeture des écoles peut avoir des conséquences sur la contamination. On sait en particulier, et ça c'est un des travaux dirigés par Naïm Ouldadi, de regarder les modes de contamination des formes les plus graves de PIMS. Le PIMS, c'est ce fameux MISC en anglais, c'est le fameux Kawasaki-like. Et on s'aperçoit que pour cette maladie-là, dans l'immense majorité des cas, c'est des contaminations intrafamiliales. Plus on reste dans la famille, plus l'inoculum est massif, et on sait pour beaucoup de maladies infectieuses, ça joue un rôle. Alors maintenant, un point qui nous paraît extrêmement important aussi, c'est laisser les écoles et les activités périscolaires largement ouvertes. Et la vaccination des enfants peut y contribuer, donc nous n'y sommes pas défavorables. Mais il ne faut pas oublier que les actes essentiels pour ça, c'est l'aération des pièces et les capteurs de CO2 dans les écoles. Je ne peux pas vous dire l'état aujourd'hui, mais ce n'est pas tant que ça. Les purificateurs dans ce qu'on ne peut pas, c'est normé, HP13, HP14, et ça c'est dans les pièces qu'on ne peut pas aérer. Les autotests répétés, maintenant on dispose d'autotests dont on a étudié les performances faciles, indolores et qu'on peut répéter, et puis des politiques de fermeture de classes cohérentes. Une fois que vous avez vu ça, vous dites voilà, mais maintenant il y a beaucoup de pays, on nous rétorque en particulier des médecins d'adultes, je parle des épidémiologistes, qui nous disent oui, ben plein de pays le font, on devrait le faire. Je fais juste remarquer que tous ces pays qui ont recommandé très tôt la vaccination ont pris en compte
dans leur calendrier vaccinal aussi des maladies à faible mortalité chez l'enfant. Par exemple, vous voyez qu'aux États-Unis, les enfants sont non seulement vaccinés contre les 11 vaccins en France, mais ils sont vaccinés contre le rotavirus. Je parle des nourrissons, de la varicelle, de l'hépatite A, de la grippe. Ça fait partie du calendrier vaccinal. Le Québec, c'est pareil. La Grèce, c'est pareil. Tout ça, ce sont des pays qui ont recommandé la vaccination chez l'enfant. Donc, dans leur système, la prise en charge de maladies à faible mortalité était déjà bien en place, ce qui n'est pas tout à fait le cas en France. Il n'y a pas un seul contre-exemple à ce que je viens de vous dire. Et par exemple, nous, pédiatres, quand on compare le poids du rotavirus, du Covid-19 ou de la varicelle sur les hospitalisations pédiatriques, vous voyez qu'il n'y a pas photo. Le rotavirus, c'est plus d'hospitalisation, c'est plus de décès, la varicelle aussi. Alors, donc, on se rend compte bien compte aussi que plus l'effet individuel attendu d'une maladie est considéré comme faible à modéré, plus le niveau de tolérance doit être exigeant. Les études pré-AMM n'avaient comporté que 1500 5 à 11 ans vaccinés. Elles rassurent, elles ont une bonne tolérance, mais il faut bien se rendre compte aussi qu'elles avaient, on va revenir, exclu les enfants déjà qui avaient préalablement l'infection. Elles sont nécessaires et pas suffisantes. Je vous rappelle l'expérience malheureuse du pandémrix et de la narcolepsie chez l'enfant et des vaccins Covid et des myocardites, péricardites chez les garçons jeunes entre 12 et 30 ans, 40 ans. Et enfin, l'importance de la pharmacovigilance en CPI va tout de suite nous donner la réponse. Alors, si je viens sur les myocardites, péricardites post-vaccinales, qui est une de nos inquiétudes potentielles, c'est des réactions secondaires indiscutablement liées au vaccin. Vous voyez ici le pic de fréquence, c'est l'immense majorité des cas se viennent entre le 2e et le 7e jour après la vaccination. Elle touche 9 fois sur 10 le garçon et 9 fois sur 10 après la 2e dose. Ce cause la question d'une hyperimmunisation. Vous voyez que l'incidence est loin d'être négligeable chez l'adolescent. D'où l'intérêt de la sérologie en même temps que la première dose pour éviter des deuxièmes doses inutiles si la sérologie est positive. Et puis, on arrive à ces études l'étude de Pfizer, puisque c'est la seule aujourd'hui, l'étude de Moderna n'est pas encore disponible. Donc, il y a 4500 enfants, dont 2200 de 5 à 11 ans. D'accord ? Et ces patients, l'échantillon est insuffisant pour détecter un effet indésirable d'une fréquence inférieure à 1 sur 200. Ça a été fait dans différents pays occidentaux et les dosages ont été très différents de chez l'adulte. Vous voyez que les 5-11 ans ont le tiers de la dose adulte et les moins de 5 ans, ceux qui vont arriver après, c'est le 10e de la dose adulte. Tout ça pour obtenir des GMT, c'est-à-dire des taux d'anticorps complètement comparables à l'adulte jeune. J'aurais dû préciser, ce n'est pas le sujet. Et puis la tolérance est comparable. Alors, on n'a aucun doute sur l'efficacité. L'immunogénicité identique, l'efficacité démontrée dans l'étude pivot, et même je peux vous dire qu'il y a un papier de François Goulevin qui a été accepté dans le JAMA qui montre que nos adolescents en France qui ont été vaccinés ont été protégés des PIMS, c'est-à-dire de ces syndromes de Kawasaki. Alors le bénéfice collectif maintenant. Le bénéfice collectif, c'était une des principales raisons de vacciner les adolescents et les enfants, diminuer le R0 effectif. Et honnêtement, quand le vaccin a été proposé à l'adolescent en juillet, nous étions tous persuadés de l'excellente protection collective. Et on avait des données pour ça. Mais on a vu qu'avec le temps, cet effet s'érode dans le temps et avec les variants. Ce qui fait que dire qu'on va protéger les adultes en vaccinant cette tranche d'âge, ça va être vrai quelques semaines, quelques mois. Et puis après, on va retomber à la case départ. Et je voudrais arriver sur cette courbe-là qui me paraît extrêmement importante. Ce sont des courbes simulées que j'ai reconstituées à partir d'une part des données de Pfizer et à partir d'autre part de ce qu'on connaît de l'évolution des vaccins. Alors vous voyez par exemple que quand vous faites la première dose, les taux d'anticorps montent très très doucement. Rappelez-vous que la première dose est faite avec la souche originale, d'accord ? Et puis, ça monte franchement après la deuxième dose, et puis on perd progressivement ces anticorps, et puis après, ça remonte
très, très, très vite quand on fait le booster, ça remonte en 2 à 4 jours. Et puis après, il y a une diminution des taux d'anticorps rapide au départ, un petit peu comme après la deuxième dose. Et puis après, les anticorps sont beaucoup plus stables. Mais qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, c'est qu'avec la souche originale et le delta, il fallait très, très, très peu d'anticorps pour protéger. Avec le delta, il faut déjà plus d'anticorps, puisque les anticorps ont été suscités par la souche originale. Et avec le micron, on sait qu'il en faut encore plus. Et la dernière étude publiée montre que pour être protégé contre le micron, il faut avoir la booster dose, parce qu'il y a plus d'anticorps, et en plus, ces anticorps, ils ont plus d'affinité. Donc, on voit bien à partir de ça que l'urgence n'est pas de vacciner les enfants, il faut les vacciner, on reviendra de ça sur la tête, mais de faire la booster dose aux adultes, parce que c'est ça qui protégera le mieux, qui contribuera au contrôle de la vague actuelle. Et si je ne sais pas pourquoi ça ne peut pas passer, mais je vais y réussir, bougez pas, je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à passer la diapositive suivante. Voilà. Et donc vraiment, on se dit, oui, il faut vacciner les enfants, mais ce n'est pas l'urgence absolue qui est pour le contrôle de la booster. Alors maintenant, les effets indésirables graves sont-ils prévisibles? Eh bien, les seuls risques envisageables sont liés à une réponse immunitaire excessive, inadaptée ou particulière aux enfants. On a vu les myocardites, péricardites aiguës. Il y a des purpura thrombopéniques qui ont été décrits, mais comme pour beaucoup de vaccins, d'accord? Mais on ne peut pas tout prévoir. Personne n'avait prévu la narcolepsie et la pandémie, qui a été un vrai problème chez l'enfant, d'accord? Ce n'était pas dans le plan gestion-théorique. Personne n'avait prévu les myopéricardites. Et les phénomènes d'hyperimmunisation sont encore plus à craindre chez les patients déjà préalablement infectés. Il faut savoir qu'aujourd'hui, au minimum, 20% des enfants dans cette tranche d'âge ont déjà une sérologie positive, et il y a des raisons de penser que ça augmente jusqu'à 40% quand on sera en état de vacciner les enfants. Si on peut leur éviter une deuxième dose, c'est mieux. D'accord ? Maintenant, quand je vais passer un peu plus vite pour avancer. Alors maintenant, on dit qu'il faut imiter les USA. Moi, j'aimerais bien qu'on les imite, hein. Mais est-ce que c'est aussi bien parti que ça? Vous voyez, c'est les effets de gens de loin, d'épidémiologistes dont je ne sais pas de nom. Ouais, il faut faire. Mais les États-Unis, ils bloquent. Ils bloquent à 6 millions d'enfants vaccinés. Ce n'est même pas 25% de la cible de la tranche d'âge. C'est largement moins de 25%. Et les Israéliens qui nous ont donné beaucoup d'informations sur ces pandémies. À l'heure où je vous parle, il y a 7% de déficit vaccinal du fait de la réticence des parents. Et cette réticence de parents, elle ne bouge pas dans le temps. Vous voyez ça, ce papier sur ce que veulent faire les parents. Il y a au moins un tiers des parents qui ne voudront jamais de la vaccination, 10% qui veulent seulement si c'est obligatoire, 30% qui veulent attendre, wait and see, d'accord, et puis un petit quart, un gros quart qui veut être vacciné dès maintenant. Et là, maintenant, paraissent de plus en plus de papiers en disant, mais on a plein de doses de pédiatriques, mais on n'arrive plus à les faire parce que les parents qui voulaient la vaccination, ils l'ont fait rapidement. Les autres, maintenant, on atteint le plafond qui saute. Alors, maintenant, une fois que je vous ai dit ça, voilà nos conclusions. Les pédiatres, en particulier les pédiatres infectiologues, ne sont pas opposés à la vaccination des enfants, même sans facteur de risque dans cette tranche d'âge. Plus encore pour le bénéfice direct et les conséquences indirectes pour eux, c'est-à-dire les écoles, etc., que l'effet collectif. À condition que les données pharmacovigilance, en particulier américaines, soient disponibles. Les Canadiens ont commencé qu'il y a 15 jours, le Québec. D'accord ? Après la deuxième dose, ne nous réserve pas de surprise. Que l'on rappelle à chaque fois que leurs parents, grands-parents, doivent être vaccinés, y compris la dose de rappel. La sérologie en même temps que la première dose nous paraît absolument nécessaire, peut-être indispensable. Et maintenant, quand j'ai entendu notre ministre dire qu'on commence les enfants à risque le 16 et le 20, les enfants normaux, écoutez, je peux vous dire qu'on n'en peut plus, hein. Une précipitation dans le programme de vaccination en dehors des enfants à risque serait contre-productive. Cela, je vous ai monté la photo de la liste d'attente aux urgences d'un hôpital parisien
où il arrive fréquemment qu'il y ait 6, 7 heures, 8 heures d'attente. Et je peux vous dire, que vous le savez aussi bien que moi, que les médecins généralistes, les pédiatres sont complètement débordés. Est-ce qu'on peut confier complètement son contrôle, la contrôle des vaccinations dans des centres de vaccination pour des adolescents? Je n'ai pas de doute, même pour des grands, mais pour des enfants de 5 ans, ça demande un peu d'habitude, quel que soit. Alors maintenant, deux autres idées fausses que je voudrais insister, c'est qu'on ne va pas imposer la vaccination. Il faut l'offrir dès maintenant, la possibilité de vacciner leurs enfants aux parents qui le souhaitent, soit parce qu'il y a une pathologie sous-jacente, et là on soutient complètement, soit parce qu'il y a des craintes particulières, parce qu'ils sont inquiets ou parce qu'ils vont voyager. Il y a beaucoup de pays qui commencent à vacciner leurs enfants et qui vont exiger la vaccination des enfants ou par conviction. Commencez déjà par tous les enfants au collège. Quand on rentre au 6e, on a 10, 11 ans. Il n'y a aucune raison que les 5e soient vaccinés et que les 6e ne le soient pas. Donc déjà, c'est simple. Ne pas se presser pour les enfants en maternelle. Je vous rappelle que les enfants en maternelle, ils ont jusqu'à 5 à 6 ans. Que l'entrée en primaire, eh ben, c'est une bonne porte d'entrée. Alors, on n'envisage pas que de mettre en place une vaccination contre une maladie relativement bénigne, d'accord, et de laisser complètement tomber, comme ça a été très longtemps. On a parlé du méningo B qui a finalement été accepté, mais le rotavirus, mais la CYW, la varicelle, la grippe et la coqueluche de la femme enceinte. Je vous assure que c'est un poids en pédiatrie bien plus lourd que aujourd'hui ce que c'est le Covid pour l'enfant. Sortir, du moins partir de ce qui à chaque fois qu'il est sorti, c'est le rapport coefficacité. Et enfin, pour les plus jeunes, mettre en place des circuits de vaccination particuliers, supervisés par des professionnels ayant l'habitude de la vaccination dans les tranches d'âge. Ça va demander une certaine organisation. Et je vous conseille de lire l'avis du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale présidé par Alain Fichel du 6 décembre, qui reprend beaucoup de ces éléments, d'accord ? Et il dit très bien, dans ce contexte, considère que l'indication de la vaccination des enfants paraissent réunies, toutefois, il conditionne la mise en place de la vaccination des enfants à l'obtention de données de sécurité en vie réelle qui assurent que le balance bénéfice-risque est favorable. Dès que les données en vie réelle seront disponibles, possiblement fin des hommes, et si elles valident les données de sécurité et d'efficacité, alors l'élargissement à tous les enfants devra être préconisé. Et alors, vous voyez dans le texte qu'il préconise aussi que ça soit bien organisé et qui préconise aussi la sérologie au moment de la première dose pour éviter les deuxièmes doses inutiles. Voilà, donc on a tenu à peu près les temps, c'est ce qui laisse la place aux questions, d'accord, et je suis à votre disposition. Merci beaucoup, professeur Cohen. Alors, je reprends la main. Un partage d'écran. Et professeur Stahl, vous pouvez nous joindre du coup sur la partie questions-réponses. Donc à tous nos participants, un petit mot, professeur Jean-Paul Stahl est professeur émérite de médecine infectieuse au CHU Grenoble-Alpes, rédacteur en chef également de médecine et maladies infectieuses, Infectious Disease Now, et qui fait partie, donc, comme je le disais au début, de toute cette série au fur et à mesure que ça a eu lieu. Donc les questions, si vous voulez bien, si vous envoyez entre-temps des questions que je ne traite pas, n'hésitez pas à me les dire, mais je vais commencer dans l'ordre. La première question… Est-ce que je peux faire un premier commentaire? Bien sûr, allez. Qui va, à mon avis, compléter ce que vient de dire Robert Cohen. C'est-à-dire qu'on a un peu l'impression que tout ce qu'on est en train de faire retomber sur les enfants, tout ce qu'on n'ose pas faire chez les adultes. C'est-à-dire que le bénéfice individuel, Robert l'a parfaitement bien montré, pour les enfants, il est minime. Le bénéfice pourrait être effectivement sur les fermetures de classe, l'école, etc.
Mais les fermetures des classes sont toujours prises dans le même objectif, c'est-à-dire protéger les adultes. Et quels adultes? Pas ceux qui ont reçu la pleine vaccination, mais les adultes qui refusent la vaccination. Donc là, je trouve qu'on est quand même dans une incohérence de raisonnement à vouloir faire subir aux enfants ce que l'on n'a pas le courage de faire subir aux adultes. Donc voilà, c'est traduit dans des termes un peu crus, mais à un moment, je crois qu'il faut appeler un chat un chat. Le vrai problème actuel de la pandémie, d'abord, c'est le variant Delta. C'est pas l'Omicron, on verra ce qu'il devient, mais pour l'instant, c'est le Delta. Et le vrai problème, c'est la vaccination des adultes, avec la 3e dose pour ceux qui en ont déjà eu 2, et puis l'amorce de la vaccination pour ceux qui n'en ont eu aucune jusque-là. C'est ça les vrais problèmes et la vraie importance. Jean-Paul, tu as vu la pression qui est mise sur la vaccination des enfants, comme si ça devenait une urgence absolue. On n'en peut plus des journées à 40, 50 patients. On va ouvrir alors, j'aurais dû insister sur la diapo. Supposons qu'on vaccine très bien les enfants, avec toutes les remarques que tu viens de faire. Dans combien de temps il y aura un petit effet de groupe? Dans 1 mois et demi, au bout des 2 doses, 15 jours. Quand tu fais une dose booster, au bout de 3-4 jours, les taux d'anticorps sont remontés et les gens sont déjà pas mal protégés. Donc, on voit bien qu'il n'y a aucune urgence avec à la vaccination des enfants. Il faut surtout bien l'organiser pour ne pas la louper. Tu vois ce que je veux dire? Parce que si on se ramasse quelques effets indésirables graves dans la presse ou à autres qui pourraient toujours se produire, si on arrive à des taux de couverture, ça va retentir sur tous nos programmes de vaccination qui ont sauvé tant de vies d'enfants et aussi d'adultes, puisque les adultes, ce sont des anciens enfants. Oui, non, tout à fait. C'est le vrai problème. On a tous l'espoir que la vaccination Covid, qui marche plutôt bien quand même chez les adultes, soit le point de départ d'une meilleure considération envers la vaccination en général, c'est-à-dire le pneumocoque, le zona et autres pathologies de l'adulte, et de même chez l'enfant. Il ne faudrait effectivement pas que des choses précipitées et pas forcément utiles dans l'épidémie actuelle mettent par terre tout cet avantage qu'on espère faire profiter. Merci à vous deux. Je vais passer aux questions, aux réponses aux questions. Donc, je vais commencer dans l'ordre, mais dites-moi si vous préférez répondre peut-être à d'autres. Donc, la première question, je pense, elle est un peu générique, dans le sens où ça concerne peut-être pas que les enfants. Est-il établi que la vaccination limite la transmission de Covid par les sujets vaccinés? Donc, Alors, tout ça a été des études vraies. Quand vous venez d'être vacciné et que vous avez des taux d'anticorps qui sont extrêmement élevés, le taux de protection contre les maladies bénignes et la transmission est relativement élevé. Mais plus vous vous éloignez c'est pour ça l'importance de la dose de booster, une des importances. Plus vous éloignez, plus les variants ont des niveaux de sensibilité élevés, moins cet effet de groupe est observé. Donc, oui, il y a eu un effet de groupe et les premières études, juste après la truc, étaient impressionnantes. C'était de la souche originale ou du variant alpha qui est très sensible. Mais quand on s'éloigne de la vaccination, on tombe sur le delta, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'effet de protection de groupe, mais elle n'est pas au niveau qu'on attendait au mois de juin ou au mois de juillet. Très bien, merci de votre réponse. Alors, une deuxième question pour se spécialiser peut-être sur les enfants. Faut-il faire une dose de vaccin chez les enfants de 5-11 ans s'il a déjà été infecté et peut-être dans la continuité, pourquoi une deuxième dose peut être aussi grave chez l'enfant? Alors, vous avez raison, c'est 2 questions. De toute façon, chez l'enfant comme chez l'adulte,
on parle de ceux qui ont fait la maladie, puis une dose de vaccin avec un délai suffisant, d'immunité hybride, voire même d'hyperimmunité. On sait que c'est la situation où on a la protection maximale. D'accord ? Bon, donc ça, c'est déjà… Donc, les enfants, ce n'est pas différent que chez l'adulte. Si vous avez fait la maladie et si vous avez reçu un vaccin plus de quelques mois après, vous êtes dans une situation où vous n'avez pas besoin. Donc, en médecine, on a des principes simples. Toute dose inutile est dangereuse. Alors, en plus, même de vaccin, hein. Donc, ce n'est pas la peine d'aller chercher des ennuis. Ensuite, vous avez vu que pour les PIMS, pas pour les PIMS, excusez-moi, pour les myocardites, elles sont apparues 2 à 7 jours après la deuxième dose, au moment où le taux d'anticorps monte le plus vite. C'est sûr que ce n'est pas n'importe qui va faire un PIMS, hein. C'est-à-dire qu'on sait très bien que c'est plus des garçons que des filles, que même déjà les myocardites et les épicardites sont plus fréquentes chez les garçons, mais déjà, les données qu'on a de la booster dose montrent que, je ne parle pas chez l'enfant, je parle chez l'homme jeune, etc., sont pas tout à fait au niveau de la deuxième dose, comme si ceux qui devaient avoir fait la myocardite du fait de la montée d'anticorps l'avaient déjà fait, mais sont quand même plus élevés que la première dose. Et enfin, je rappellerai que cette recommandation de ne pas faire le Moderna en dessous de 30 ans, qui est liée essentiellement à ce que le fait que le Moderna, qui est plus immunogène que le Pfizer, puisque vous vous rappelez qu'il a 3 doses et que des études, dont certaines études françaises qui vont être publiées, je l'espère récemment, montrent qu'avec le Moderna, on a des taux d'anticorps plus élevés. Et il y a aussi plus de myocardite avec le Moderna que l'autre. Donc, d'avoir des anticorps à des taux très élevés, et alors que ce n'est pas forcément suffisant, d'accord, ce n'est pas forcément utile. Là, je pense que vous avez répondu à une question, mais bon, corrigez si je me trompe. Je reviens sur cette idée du Moderna. Vous savez, moi, ça fait des moments qu'on écrit sur les bulletins FOVAC la différence entre Moderna et Pfizer. On pensait que c'était des vaccins jumeaux. Mais quand la HAS a dit pas de Moderna avant 30 ans, ce qui était complètement justifié, sans dire en même temps que le Moderna donnait plus d'anticorps et donnait plus de protection contre le Delta, d'accord, ce que je vous dis est complètement démontré, c'est plusieurs articles dans New England, etc. D'accord, c'était justement pour dire, les plus jeunes, ils ont une très bonne réponse immunitaire, c'est peut-être pas la peine qu'ils aient un Moderna, mais les gens plus âgés, qui répondent moins bien au vaccin, et ça, toutes les études le montrent, il vaut mieux vacciner en Moderna. On a, à mon sens, trop insisté sur le côté négatif, effet indésirable du Moderna, sans insister sur ses effets potentiellement positifs sur les populations, même déjà un peu plus âgées, simplement au-delà de 40 ans, qui fait qu'aujourd'hui, dans les centres de vaccination, on a plus de mal à faire le Moderna. Il y a des gens qui refusent tout simplement le Moderna, à tort, parce que moi, je me suis rappelé par un Moderna, et en ayant parfaitement conscience de ça. Parfait, merci. Donc justement, je disais, je pense que vous avez répondu aussi à la question pourquoi il y a plus d'effets secondaires myocardite par exemple avec Pfizer qu'avec le vaccin Moderna. Non, c'est plus d'effets indésirables avec le Moderna qu'avec le Pfizer. En particulier les myocardites. C'est significatif dans plusieurs études. D'accord, ça marche. C'était écrit dans l'autre sens, mais très bien. Il y a une autre question sur les formes graves. C'est écrit les 3/4 des formes graves de l'enfant sont liées au PIMS. Est-ce que la vaccination pourrait éviter des centaines de passages en réa d'enfants? Alors oui, c'est une des raisons dans le bénéfice individuel. C'est une des raisons de vaccination. Vous savez, on va dire 3 morts, c'est pas grand-chose, c'est vrai, c'est pas grand-chose, mais c'est énorme quand même. Et vous savez, le stress post-traumatique qui peut exister dans les familles et pour les enfants après un passage en réanimation, on a commencé d'autres études sur cette évaluation
dans d'autres circonstances, c'est toujours important. Si on peut éviter plusieurs centaines de passages de réanimation, et là, le papier n'est pas encore publié, mais il a été accepté, l'équipe de François Engoulevent et des réanimateurs pédiatriques ont, alors que les enfants étaient bien vaccinés en France à partir du mois septembre-octobre, ont montré que, je crois, il n'y a eu aucun PIMS chez un enfant qui a été complètement vacciné. Il y en a eu un chez un complètement vacciné et tous les autres étaient des non-vaccinés. On commence à avoir des preuves de l'efficacité, parce que c'était un des soucis qu'on avait. Est-ce que le vaccin ne pouvait pas déclencher des PIMS? Non, il n'en déclenche pas, a priori, et a priori, il protège. Et ce papier va être publié dans les prochains jours dans le JAMA. Très bien, merci pour votre réponse. Il y a une autre question qui concerne les enfants de moins de 12 ans. Sur les recommandations en août, vous avez écrit une dose pour les garçons non à risque et on attend pour la deuxième dose. Enfin, là, c'est une question. Quelle attitude aujourd'hui? Est-ce qu'une sérologie post-vaccinale avant la deuxième dose? Alors, ça, en fait, c'était pour les adolescents et on a une seule moyenne vaccinée, mais il n'est pas complètement fiable, je vais expliquer pour ça, parce que quand vous êtes vacciné, vous ne fabriquez que des anticorps anti-spike, puisque les vaccins, ça contient que du spike. Quand vous faites la maladie, vous fabriquez des anti-spike, mais aussi des anticorps antinucléocapsides. Donc, une des façons de regarder si un enfant ou un adolescent qui a reçu une dose sans sérologie, c'est de doser les antinucléocapsides. Ça a un seul défaut, c'est que la demi-vie des antinucléocapsides est plus courte que le spike. Les vaccins ARN, les vaccins sur adénovirus ne font pas monter les antinucléocapsides. Si vous avez des anticorps antinucléocapsides, c'est que vous avez fait la maladie avant. C'est assez simple. D'accord ? Par contre, si vous n'avez pas d'anticorps antinucléocapsides, vous ne pouvez pas être certain parce qu'ils ont une demi-vie plus courte que les anticorps anti-spike. J'espère avoir été clair. Très bien. Merci. Alors, il y a une autre question. Est-ce que la liste des maladies rares à risque chez les enfants a été revue récemment pour la priorisation de la vaccination? Oui, ça a été repris par l'HAS. On a fait des remarques, j'ai cru avoir mis sur ces diaporamas, mais que je n'ai pas mis. Grosso modo, la liste de l'HAS est tout à fait adéquate, avec plein de choses qui sont démontrées, par exemple le risque supplémentaire pour les enfants obèses, le risque supplémentaire pour les diabétiques, le risque supplémentaire pour les pathologies respiratoires chroniques, tout ça est démontré. Le reste, c'est plus du bon sens et ça se rapporte des indications de la vaccination antigrippale avec 2 points qui sont non pas critiquables, mais qui peuvent être discutés sur la liste de l'HAS. C'est maladies respiratoires chroniques, dont asthme. Asthme, c'est vraiment beaucoup d'enfants, d'accord ? Et il y a un papier du Lancet Infectious Disease il y a quelques jours qui montre que le risque est augmenté pour ceux qui ont été hospitalisés récemment à cause de l'asthme. Des asthmes hospitalisés, c'est une fraction relativement faible par rapport à l'ensemble des asthmes, et ceux qui ont eu besoin d'une corticothérapie orale. Et enfin, nous, on a proposé que tous les asthmes qui sont en ALD, c'est-à-dire des asthmes lourds, soient aussi vaccinés. Et maintenant, l'asthme, vous savez, à un moment ou à un autre, ça touche 7-8% de la population d'enfants, voire plus, d'accord ? Les vacciner tous, ça ne paraît pas complètement raisonnable. Voilà. Et le deuxième point, c'est les cardiopathies. Alors, quand on parle de cardiopathies entre 5 et 11 ans, des cardiopathies congénitales qui n'ont pas été opérées, il n'y en a pas tant que ça. Par exemple, si vous avez une CIV dans la première année de vie, on vous a opéré, on vous a fait une correction complète, est-ce que c'est une indication? Non. Par contre, une cardiopathie congénitale qui continue à être active peut être une indication. Bon, en vrai, c'est à la marge. En dehors de l'asthmatique, c'est à la marge. Ce n'est pas peu de patients. La liste a été actualisée par l'HAS et qui a été reprise dans le document du Conseil
d'orientation de la stratégie vaccinale il y a quelques jours. Et tout ça, c'est complètement disponible. Très bien, merci. On estime que ça représente moins de 5% ou autour de 5% de la population des 5-11 ans. Donc, imaginez-vous déjà qu'on vaccine ceux-là et qu'on se dit déjà, mais écoutez, les 11 ans, 12 ans, ils vont au collège, ils sont comme les 5e, les 6e. Maintenant, on sait que… Et en plus, ils vont recevoir le tiers de la dose de 12 ans. Dans la nuit du 11 à 2, qui fait passer l'anniversaire de 11 à 12 ans, on multiplie par la dose par 3. Bon, ça ne paraît pas ridicule. Tu rentres au collège, tu es vacciné, c'est assez simple. Bon, maintenant, il ne faut pas se précipiter non plus sur la vaccination. Après, par exemple, on a pris une autre marque qui était j'ai 5 ans et demi, je suis en maternelle. Bon, est-ce que ça vaut le coup que je sois vacciné? Ça peut se discuter si je n'ai pas de facteur de risque. Voilà. On peut aménager ce type de recommandations en fonction de notre système scolaire. Justement, sur l'histoire du dosage, dans les questions, on a pour les enfants de plus de 12 ans et de moins de 15 ans. Ils ont aujourd'hui le même dosage que l'adulte qui est recommandé. Ne serait-il pas intéressant de baisser la deuxième dose, voire les deux, pour éviter la surimmunisation? Ça, on peut tout à fait, avec beaucoup de bon sens, l'imaginer, puisque dans la nuit qui fait de l'anniversaire de 11 à 12 ans, votre système immunitaire ne va pas changer, mais les études qui ont conduit aux AMM ont utilisé ces dosages. Et vous savez que généralement, on est plutôt respectueux des AMM. Mais c'est une question qu'on peut tout à fait se poser, effectivement. D'accord. On a une autre question sur les TROD, qui nous dit: on va rater le challenge de la vaccination de nos enfants à risque au cabinet si on n'a pas de TROD pré-vaccinal au cabinet. Je pense que les TROD sont largement disponibles. Pour nous, je vous ai expliqué pourquoi. On va se retrouver au mois de janvier, quand on va pouvoir commencer, peut-être avec 30 ou 40% d'enfants qui ont déjà fait la maladie. Et souvent, ils l'ont fait il n'y a pas très longtemps, puisque le Delta a donné beaucoup plus de nombre de cas chez l'enfant parce qu'il était plus contagieux. Ce n'est pas parce qu'il était spécifique à l'enfant. Je trouve que c'est une prudence assez raisonnable. Parce que imaginez-vous qu'une partie de ces enfants, parce que jusqu'au mois de juin, juillet, il y avait relativement peu d'enfants contaminés. Hein. C'est assez clair. Hein. Donc, précocement, 2 doses, l'intérêt… Franchement, je trouve que le TROD va vraiment nous éclairer. Maintenant, est-ce qu'on peut le faire? Oui, il y a des tas de pays qui ont fait comme ça. Les Américains ne font pas de TROD, ils vaccinent tout le monde. Mais ils ont toujours fait ça. Donc, c'est une mentalité que je respecte parfaitement. Ce n'est pas tout à fait la nôtre. Justement, il y a une autre question qui est liée. Comment pouvoir disposer des TROD sérologiques au cabinet? C'est très simple. Il y en a plein qui sont disponibles et j'espère que l'État, grâce au rapport je pense que la HAS va souligner aussi ce point-là. La HAS l'avait déjà souligné pour les adolescents. Hein. Maintenant, vous savez, entre les recommandations et la logistique des centres de vaccination, il peut y avoir un hiatus. Mais c'est déjà recommandé. Moi, j'ai ça en permanence, mais je pense qu'on devrait donner ça aux vaccinateurs ou les centres de vaccination qui vont s'occuper des enfants, parce que c'est extrêmement simple à faire. C'est sur 10 microlitres de sang, autrement dit 2 gouttes de sang, et la réponse est en 5 minutes. Alors, ça ne retardera en rien l'acte vaccinal, puisqu'on n'attend pas le résultat du TROD pour vacciner. D'accord ? La première dose, ils vont l'avoir. Donc, il vient, on discute, l'interrogatoire, pas de contre-indication, et puis bon, on fait le vaccin, et en même temps, on fait le TROD. Et puis, le temps des 15 minutes de la surveillance, on a largement le résultat du TROD et vous dit, vous, peut-être vous n'avez pas besoin de la deuxième dose. C'est déjà pas mal. Et justement, si le PCR est positif, faut-il faire un TROD? Ah non, tous les enfants qui ont eu un antécédent avéré de Covid, démontré par un antigène ou démontré par une PCR, ils n'ont qu'une dose. Ça n'a aucun intérêt d'aller leur faire un TROD à cela. Donc, c'est pour ça que l'interrogatoire est essentiel, parce que si vous avez un enfant qui a une PCR
positives au mois de juin, au mois de septembre ou même avant, si on a la preuve, la preuve, elle y est, dans CIDEP, c'est lié, donc il n'y a pas de problème. Et si on a la preuve qu'ils ont fait, non, une seule dose, comme l'adulte. Les immunités hybrides, on parle dans certains articles qui sont d'excellente qualité d'hyperimmunité pour ces gens qui ont fait la maladie et qui ont reçu le rappel, qui ont reçu la dose. Hein. Et quand on voit les taux d'anticorps et la gamme des anticorps qu'ils produisent après la maladie naturelle, c'est le schéma idéal. Mais enfin, chez le schéma idéal, si on n'a pas fait de forme grave de la maladie, sinon, on va quand même essayer d'éviter. Non, déjà, rien que par l'interrogatoire, on va pouvoir éliminer un pourcentage non négligeable d'enfants. Après, les formes asymptomatiques ou post-symptomatiques ont été tellement fréquentes chez l'enfant qu'on risque de se trouver avec peut-être 10-20% de la population qui n'a aucun antécédent de Covid, mais qui a un trot sérologique positif. Très bien, merci pour cette réponse. Je pense qu'on dépasse un peu le temps. On va peut-être répondre à une dernière question si ça vous va. Que pensez-vous de la vaccination des enfants pour protéger les parents atteints de pathologies à risque? Non, pour moi, j'ai aucun doute sur ça. Hein. C'est une vraie indication. Parmi les indications des enfants à risque, il y a ceux qui avaient des pathologies sous-jacentes. Mais si j'ai chez moi un immunodéprimé qui ne répond pas au vaccin ou parce que pour une raison, c'est une vraie raison médicale, l'effet cocooning fait qu'on doit vacciner non seulement les enfants, mais tous les adultes autour et qui doivent avoir le booster. Non, ça fait vraies indications. Ça fait partie des groupes à vaccination immédiate, même si l'effet est modeste. Un effet modeste, ce n'est pas un effet nul. À ce propos, il faut quand même redire que la vaccination, la protection des adultes, c'est d'abord la vaccination des adultes. Absolument. Alors après, il y a des adultes qui répondent mal au vaccin, et ceux-là, il faut effectivement les mesures barrières, et on peut presque qualifier la vaccination de l'entourage infantile est une mesure barrière, mais c'est chez ces gens-là. Mais par contre, la meilleure protection des adultes, c'est la vaccination de l'adulte. Très bien, je pense qu'on a largement dépassé le temps et merci à tous d'être restés jusqu'au bout avec plein de questions très intéressantes. Malheureusement, on ne peut pas répondre à toutes les questions. Donc, je ne sais pas, professeur Staël et professeur Cohen, si vous avez d'autres choses à rajouter comme mot de la fin. Non, mais je crois que Jean-Paul a rebondi sur tous les points sur lesquels il fallait rebondir, c'est-à-dire que la vaccination de l'enfant, c'est, j'allais dire, la cerise sur le gâteau, mais ce n'est pas le gâteau. Le gâteau, c'est la vaccination des adultes en primo-vaccination et en booster le plus tôt possible. C'est ça qui est. Les vaccinations d'enfants, il faut que, s'il n'y a pas d'effet indésirable, OK, on va les protéger sous couvert d'un certain nombre de précautions et d'une bonne organisation de ça. Parce qu'aujourd'hui, honnêtement, on ne se voit pas commencer la vaccination dans un contexte où tous nos hôpitaux sont pleins, que toutes nos consultations sont pleines, qu'on est extrêmement… On ne voit pas comment on va dégager du temps pour un vaccin qui n'a aucune urgence sur le plan épidémiologique. Jean-Paul ? Parfaitement clair. Le message, c'est les adultes, vaccinez-vous. Merci. Et ne retombez pas sur les enfants, les pauvres, ils n'y peuvent rien. Ce sont les adultes qui sont concernés. Ceux qui plaident sur la vaccination immédiate des enfants, ce sont ceux qui plaidaient sur la fermeture d'école. Ce sont les mêmes, hein, vous trouverez les noms. Voilà. Ce sont ceux qui plaidaient la fermeture d'école, ce sont ceux qui veulent mettre le masque aux enfants dès l'âge de 2 ans, ce sont les mêmes. C'est la politique de la peur et de faire porter aux enfants tous les péchés de la maladie. Et on a bien vu que les pays qui avaient fermé les écoles, les États-Unis ont fermé les écoles et imposé le masque dès 2 ans. Regardez où ils en sont sur le plan épidémique. Hein.
Merci à vous, un grand merci à vous, professeur Cohen et professeur Stahl, pour votre contribution et d'avoir répondu à toutes les questions qu'on a pu traiter. Merci à tous les participants qui sont restés encore une fois. On vous donne rendez-vous en janvier 2022 pour la suite de notre série. Donc, restez connectés et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire à cette adresse qui s'affiche, cs.france@elsevier.com. Jean-Paul, on peut faire que le diaporama soit disponible sur le site de la Oui. SPIL? Oui, tu me l'envoies. D'accord, ok. Merci beaucoup, bonne soirée à tous et bonne fête de fin d'année. Au revoir. Protégez-vous. Bonne fête à tous. Au revoir. Et vaccinez-vous. Bonne soirée, au revoir. Au revoir.